Quelles sont les actions qui sont menées en ce moment chez Renault pour justement être un peu plus attractif vis-à-vis des femmes? Alors, dans les actions que l'on mène, puisqu'on a une politique assez offensive, je dirais, de féminisation, elle tourne autour de trois thèmes majeurs. Le premier, c'est le recrutement. Donc, comme l'a dit M. Cham, on a à peu près 20% aujourd'hui de femmes qui sortent des écoles d'ingénieurs. Donc, nous, on s'est dit qu'on allait en recruter 30%. Et c'est une action qui n'est pas facile. Je veux dire, très sincèrement, l'année dernière, on a un peu raté. On n'en a fait que 26%. Donc ça, c'est un objectif. Et pourquoi c'est si compliqué? Mais parce qu'il n'y a pas, forcément, comme on le disait aujourd'hui, l'automobile n'est peut-être pas le secteur qui est en attractivité première, hein, comme ça l'a été par les ingénieurs. Les nouvelles technologies sont parfois plus attirantes. Et puis ensuite, il faut qu'on valorise, et c'est bien l'objectif de la journée, les métiers de l'automobile auprès de la population féminine. Donc en revanche, on a aussi ce quota sur tout ce qui est école de commerce, et là, on l'a largement dépassé, puisque là, on recrute une femme sur deux, par exemple, un recrutement sur deux est une femme en provenance des écoles de commerce. Donc ça, c'est une première action, donc c'est le recrutement. Ensuite, il y a l'action d'accompagnement dans tout le développement de carrière. Et par exemple, on s'est donné des objectifs très ambitieux pour préparer des carrières de managers pour les femmes. Et on a ce qu'on appelle des systèmes d'organigramme de succession. Et donc, on considère que s'il n'y a pas un nombre de femmes dans cet organigramme de succession, pas immédiatement, mais dans les trois possibilités, l'organigramme n'est pas terminé. Donc ça stimule très fortement, je dirais, la préparation. On a bien entendu aussi des actions de coaching, hein, mais qui sont... Et puis le dernier point, c'est vraiment de développer aussi un environnement de travail qui favorise aussi, par exemple, le maintien, je dirais, au travail des jeunes femmes. Donc on a installé des crèches, on a du télétravail, on a un certain nombre d'actions de cette nature-là. Puis dernier point, on a créé un réseau de femmes de 1000 personnes à peu près dans le monde aujourd'hui, et qui est un réseau très très dynamique. Sur la France, là, par contre? Non, c'est partout dans le monde. Donc on a 1000 personnes, donc c'est au Brésil, en Russie, en Corée, en Turquie, enfin dans nos grands pays, et qui est un réseau d'échange, de partage, de best practice, et qui est animé par une personne à plein temps. Donc c'est vraiment un investissement significatif, et qui permet aussi de favoriser, d'aider aussi toutes les femmes dans le groupe. Notre objectif, c'est d'augmenter le nombre de femmes dans l'entreprise. Donc pour ça, il faut le prendre par les deux bouts, je dirais. Le bout du recrutement, et là on est à peu près sur les mêmes tendances, puisque on a 22% de femmes globalement dans le groupe. Le niveau de recrutement l'année dernière, c'était 25. Depuis le début de l'année, on est à 27. Donc voilà, tranquillement, on essaie de monter ce niveau-là. Et puis ensuite, c'est la promotion des femmes dans l'entreprise. Alors, on s'est fixé un objectif par le haut, puisque sur les top 700 de l'entreprise, Caroline Mille l'a dit tout à l'heure, on souhaite avoir 11% de femmes à la fin 2011, on en a que 7% aujourd'hui, donc ça veut dire 40 femmes supplémentaires cette année. Ces femmes, elles viendront à la fois des viviers qui sont dans l'entreprise, et puis quand on n'arrivera pas à aller plus loin, le recrutement externe qui nous permettront de compléter pour obtenir cet objectif. Et ça, c'est un objectif qui a énormément de visibilité dans la mesure où il est dans les mains de tous les membres du comité exécutif dans leur contrat annuel d'une façon extrêmement précise. Et puis ensuite, je dirais, il y a tout le travail qui consiste à chaque fois qu'il y a un poste ouvert, d'avoir une nécessité d'avoir au moins 3 candidats, dont au moins une femme. Et puis par ailleurs, avec nos organisations syndicales, d'ailleurs en France, mais aussi partout dans le monde, enfin où elles sont représentatives, là on travaille sur la mesure de, en termes d'égalité homme-femme, est-ce qu'on a mis le même investissement sur la formation homme-femme, salaire homme-femme, promotion homme-femme, etc., de manière à être certain de suivre d'une façon objective tous ces critères dans cette évolution dans laquelle on s'inscrit. Est-ce que les hommes le vivent bien au sein des entreprises, le fait qu'il y ait des politiques très actives menées pour attirer les femmes et au plus haut poste? Alors il y a des risques. Le risque majeur, c'est si on promeut une femme si elle n'est pas compétente. Je crois que c'est le risque majeur. Et là, il ne faut absolument pas qu'on transige là-dessus. Je pense qu'il faut prendre autant de risques sur les hommes que pour les femmes. Il faut nommer des gens compétents, mais il faut permettre justement de lutter contre un certain nombre de barrières culturelles et c'est pour ça qu'on dit, pour chaque job ouvert, il nous faut 3 candidats. L'idéal, c'est une femme, un étranger et pour nous, un Français. Madame Damzin, vous voulez compléter? Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai qu'il y a des barrières, mais par exemple, on a mis en place des programmes de formation à la diversité dans lesquels on encourage vraiment l'ensemble des managers à passer. Parce que c'est évident
que c'est pas toujours très simple parfois pour certains hommes d'avoir une femme chef. Puis je pense qu'il faut quand même une impulsion forte de la direction générale, c'est ce qui a été donné. Il y a, par exemple, nous, dans le réseau commercial, ça s'appelle RRG chez nous, il y avait un niveau très faible de femmes. Et on disait, c'est pas possible, on n'y arrive pas, etc. Et là, il y a vraiment eu un engagement très fort de la direction. Et en 2 ans, on est parti de 8% de femmes vendeuses à 38. Donc ça, c'est un point dans les recrutements. Hein, pardon, ils ne sont pas encore 38 en somme absolue. Et donc, il y a vraiment eu un engagement et tout le monde s'y est mis et on l'a trouvé. Donc, je pense qu'il y a effectivement le souci de traiter les gens avec égalité, mais à un moment, il faut donner des coups d'accélérateur pour que les choses se fassent. Dans les équipementiers automobiles, ça se passe comment? Dans les entreprises, on trouve des femmes ou est-ce qu'effectivement c'est un milieu très manuel où les femmes n'ont pas envie de rentrer, où elles ne sont pas suffisamment nombreuses? Écoutez, la réponse est simple, c'est qu'en statistique, sur l'ensemble des équipementiers automobiles, il y a 30% de femmes. À l'intérieur de ça, il y a 18% qui représentent des ingénieurs et des cadres. Donc voilà, si vous voulez, la statistique brute. On rencontre exactement les mêmes phénomènes dans l'ensemble des équipementiers automobiles que ce qu'on rencontre chez les constructeurs. Les grands comme Valeo, Forcia, Bosch, etc., appliquent les mêmes méthodologies que les grands constructeurs automobiles ou que la société Michelin. Là où je pense que nous avons plus de difficultés, c'est que dans l'ensemble du tissu, je dirais, équipementier automobile et fournisseurs, on a une masse de sociétés qui sont de taille très petite parfois. Et où là, on rencontre véritablement des difficultés à promouvoir sur certains postes l'entrée de femmes dans ces sociétés. Et puis l'aspect qui, moi, que j'examine, mais ça fait très longtemps, je m'y intéressais déjà dans les années 70 quand j'étais chez Chrysler, c'est les femmes dans l'automobile, certes sur les postes, je dirais, de service, d'encadrement, etc., mais dans les postes de manufacturing, qui est une vraie problématique sur laquelle il y a des moyens à mettre en place, sur lesquels il faut répondre, d'une part en termes, je dirais, de facilitation du travail, mais aussi d'intégration dans un monde extrêmement masculinisé, surtout à cette époque-là. Le groupe Michelin auprès de M. Persson, pareil, c'est une histoire, vous confirmez, c'est une histoire de volonté. Si le groupe Michelin a envie d'avoir des femmes, il en trouve? Alors, il y a les deux. Il y a une histoire de volonté politique. Il faut que ça remonte au plus haut niveau de l'entreprise et que les gens décident, qu'il y ait des objectifs contraignants, des objectifs qu'on ne baisse. Je vous rejoins tout à fait, qu'on baisse jamais la garde sur la qualité du candidat à l'aune il faut des femmes. Hein, ça, c'est sûr. Mais maintenant, quand on veut, on peut. On a 33%, nous, de femmes qui ont été recrutées l'an passé dans les métiers administratifs, scientifiques, cadres, etc. Donc c'est possible, hein, mais c'est possible à condition aussi de travailler les viviers un petit peu en amont pour que dans les grandes écoles, et effectivement je vous rejoins, c'est pas si facile que ça de trouver des femmes, et dans les métiers plus ouvriers c'est encore plus difficile. Hein, je rappelle quand même qu'il n'y a pas si longtemps, les femmes n'avaient pas le droit de travailler la nuit, chez nous on travaille en équipe. Donc il y a tout un tas de difficultés et de blocages. Et moi, je pense qu'il c'est absolument très, très, très important de faire sauter des verrous qui sont dans la tête des gens, des hommes et des femmes d'ailleurs. Hein. Mais donc, on a beaucoup de programmes justement d'accompagnement de la diversité, de formation des gens à la diversité, d'essayer d'interpréter ou de décoder les blocages qu'on peut avoir nous-mêmes au sein de nos têtes, qui font qu'on ne peut pas. Et on a fait, par exemple, dans nos usines, une cartographie générale des postes qui peuvent être occupés par des femmes aujourd'hui et qui ne le sont pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de femmes chez nous. Donc là, il y a des objectifs de recrutement, des gens qui, dans leur bonus, ont des pourcentages de femmes à atteindre en recrutement. Le groupe Mondial Assistance a mis en place, c'est pareil, comme vous avez dit, à peu près dans les années 2005-2006, en fait, un programme pour voir comment accompagner les femmes pour qu'elles deviennent, donc, qu'ils accèdent à des postes de dirigeants. Et il y a essentiellement 3 groupes d'actions. Première chose, il y a les comités de diversité qui créent de la visibilité et qui créent aussi la visibilité des chiffres. Quelqu'un a évoqué ici, il faut commencer par ça, et se rendre compte qu'objectivement, il y a par exemple 15%, 20%, alors qu'est-ce qu'on fait d'une année à l'autre? Et deuxième action, c'est une action effectivement sur ces groupes des talents, comme on appelle ça, donc les successions, typiquement.
où nous avons pas suffisamment de femmes derrière nos dirigeants. Nous avons construit un programme managérial pour les futurs managers, où il y a des modules spécifiques pour les femmes. Et troisième élément, c'est simplement trouver quels sont les moyens dans la vie quotidienne qui permettent d'améliorer le quotidien des femmes alors les choses très simples comme des réunions pas après 6 heures, ou en tout cas ça devient une culture, ce n'est pas écrit mais ça devient quelque chose de naturel, et que de fait de proposer une réunion à 18 heures ne paraît pas approprié. Merci à vous tous d'avoir été là ce matin, merci également à vous. Je crois que maintenant c'est l'heure de déjeuner, voilà, à bientôt.